Ici Joachim Lemieux et Alexandra Vacaloulis. Et vous écoutez Esprit de quartier, l'émission consacrée à celles et ceux qui transforment Montréal, un quartier à la fois. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de CIBL. Bienvenue à Esprit de quartier. Allô, Alexandra. Allô. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'accueil, des quartiers accueillants. Qu'est-ce que c'est ça, des quartiers accueillants? Bien, à Montréal, on aime dire que nos quartiers, ils sont accueillants. Mais entre les mots et la réalité, on se rend compte qu'il y a parfois tout un monde. Des démarches qui vont être compliquées, des barrières de langue, des portes qui se ferment quand on n'a pas vraiment les bons papiers. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment d'un quartier un lieu où l'on se sent accueilli, écouté, accompagné? Finalement, peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on vit. Mais avant de parler de projet, il faut peut-être s'arrêter un instant sur ce mot qu'on emploie souvent, quand même, se le dire, qui est accueillir. Accueillir, c'est pas seulement tendre la main ou sourire à quelqu'un qui arrive, c'est vraiment créer un espace entre deux mondes, celui de la personne qui cherche sa place et celui de la communauté qui choisit d'ouvrir la sienne. Et dans le climat actuel où l'on pointe vraiment trop facilement les personnes immigrantes comme responsables de tous nos problèmes, nous, on avait envie de rappeler au micro d'Esprit de quartier qu'ici, l'accueil, le vrai, se construit chaque jour par des gestes concrets, collectifs, des gestes profondément humains. Donc, dans cet épisode d'Esprit de quartier qu'on vous propose aujourd'hui, on va s'intéresser à celles et ceux qui, chaque jour, transforment l'accueil en actions concrètes. On va vous présenter deux initiatives dans deux quartiers, deux approches qui sont complémentaires, le BIP et le CALDA à Ahuntsic. Bon, le BIP, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est le Bureau d'information de Parc Extension et c'est né d'un constat. Dans ce quartier, d'une grande diversité, beaucoup de personnes à statut précaire ne connaissent pas les ressources locales ou n'y avaient pas accès. Le BIP a donc créé un lieu d'accueil multilingue et inconditionnel où chaque personne peut poser ses questions, peu importe sa langue ou sa situation. L'équipe du BIP écoute, oriente et relie les gens aux bons services en s'appuyant sur les réseaux du quartier formels et informels. Comme disait Joachim, au-delà de parler du BIP, aujourd'hui, on va aussi parler du CALDA. Dans le quartier d'Ahuntsic, quartier-ville, le comité d'accueil local des personnes demandant l'asile, le CALDA, est né en 2022, en pleine période de forte migration. Son idée principale, une réponse concertée pour accueillir dignement. Donc plutôt qu'offrir des services directs, le CALDA va vraiment rassembler une vingtaine d'organismes qui vont coordonner les actions, partagent leurs ressources et cherchent ensemble des solutions pour mieux accompagner les personnes à statut précaire. En somme, le CALDA, c'est une structure qui relie, qui aligne et qui permet à tout un écosystème qui est communautaire de mieux accueillir ensemble. Donc, deux initiatives différentes, mais le BIP et le CALDA ont un point commun. Ils rappellent que l'accueil ne se limite pas à un geste symbolique. C'est un travail collectif, constant, qui est souvent invisible, mais essentiel pour que chaque personne puisse trouver sa place dans la ville. Et aujourd'hui, on va en parler avec Madoussou Fofana du CALDA et Lucas Rimbaud du BIP pour comprendre comment leur quartier vous rend l'accueil non seulement possible, mais durable. On y va? On y va. Donc on est derrière le micro avec Madoussou et Lucas. Bonjour. 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 Ça va bien? Ça va très bien, merci et vous? Oui, ça va très très bien. On parlait de ça en introduction, de quand on parle d'un quartier accueillant. Qu'est-ce que pour vous, personnellement, et dans l'échelle de vos quartiers, qu'est-ce que ça signifie dans votre pratique quotidienne, un quartier accueillant? À Parc Extension, pour nous, un quartier accueillant, c'est d'abord un quartier qui accueille les personnes de manière inconditionnelle. Donc pour nous, dans l'approche du BIP, ça a toujours été quelque chose de très très important, cet accueil inconditionnel. Il y a suffisamment de barrières bureaucratiques, linguistiques, communicationnelles pour accéder aux services. Le but avec le BIP, c'était vraiment de faciliter la vie des personnes. Oui. Et donc un accueil inconditionnel, ça veut dire que toutes les personnes peuvent venir nous voir sans aucune contrainte de statut, sans aucune contrainte de langue. On va pouvoir les accueillir et parler dans différentes langues avec ces personnes-là. On va être en mesure de répondre à tout un tas de questions, quelle que soit la question, et de nouer une relation de confiance avec les personnes. Donc cet accueil inconditionnel, c'est vraiment fondamental pour nous. L'idée, c'est vraiment de simplifier la vie des personnes et de faciliter la compréhension, la navigation à travers un système qui peut être complexe quand on arrive au Canada. Puis du côté du CALDA? Du côté du CALDA, accueillir, c'est d'abord recevoir. Donc, en fait, il y a comme une nuance entre le fait d'accueillir des gens. Donc, accueillir, c'est ouvrir la porte, les laisser rentrer. Puis les recevoir, c'est mettre en place
tous les moyens dont ils ont besoin, de mettre en place des organismes, des initiatives pour les aider à s'intégrer le mieux possible dans les différents quartiers. Donc Bordeaux-Cartierville et Antique sont 2 quartiers qui sont dotés d'une panoplie d'organismes, mais aussi de beaucoup de tables de concertation. Le but étant vraiment de concerter les efforts pour accueillir au mieux, pour recevoir au mieux les personnes demandant l'asile, les personnes à statut précaire et les personnes sans statut. Quand je vous écoute, je comprends qu'il y a de fait des barrières qui sont plus systémiques, puis que vos projets viennent vraiment répondre viennent apporter des solutions qui sont plus locales. Ce serait quoi, du coup, les grands défis que vont rencontrer les personnes qui sont nouvellement arrivées dans un quartier pour accéder à toutes les initiatives qu'il y a autour d'elles? C'est quoi un peu les grands défis? Alors, les grands défis, majoritairement, c'est la méconnaissance des institutions, la méconnaissance aussi des outils dont ils disposent. Généralement, les personnes demandant l'asile ou les personnes à statut précaire et sans statut, quand ils vont arriver dans des quartiers comme Bordeaux-Cartierville ou Antique, ils ne connaissent pas le monde communautaire. Il faut savoir que la sphère communautaire montréalaise est très particulière. C'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver forcément dans d'autres villes. Exactement. Donc, en fait, c'est la méconnaissance de tous les outils dont ils disposent. Au niveau du CALDA, on a instauré, par exemple, une formation qu'on donne chaque mois au niveau du Praïda. Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui venaient d'arriver, qui étaient logées au Praïda, ne savaient pas qu'il y avait des organismes qui pouvaient les aider en matière de santé, en matière d'aide au logement, en matière d'aide à l'employabilité. Je parle du CGE, par exemple. Nous, notre travail, en réunissant tous ces organismes-là, c'est de aussi se faire porte-parole de ces organismes auprès des personnes qui ignorent leurs activités, qui ignorent qu'ils existent. Et on essaie un peu d'être une sorte de coussin assouplissant avant qu'eux, justement, n'aillent rencontrer ces organismes-là qui pourront leur fournir les services adéquats. Mais je pense que quand on arrive dans un nouveau pays, c'est tout un monde qu'on doit reconstruire. Donc on doit recréer des liens, on doit faire face à des démarches administratives, des démarches d'immigration qui sont très longues, très complexes, extrêmement pénibles. Qui se complexifient aussi de plus en plus. Hein. Exactement. Au niveau des délais également, c'est quelque chose qui s'allonge sans cesse. Donc une très très grande complexité. Le but vraiment du BIP, c'est d'apporter de la simplicité là-dedans, de donner des explications qui vont être compréhensibles, qui sont simples, qui sont basées sur des notions d'éducation populaire, pour permettre aux gens d'accéder à leurs droits. Le but vraiment, c'est de rapprocher les personnes qui viennent nous voir des différentes ressources dont ils peuvent avoir besoin. Ça va être sur autant de questions que les démarches d'immigration, que l'accès à l'employabilité, à des cours de français ou à tout un tas de sujets. Donc l'idée, ça va être vraiment de mettre en relation les personnes avec ces services-là. Et on sait que les personnes qui viennent nous voir souvent reviennent parce que justement ils ont d'autres questions, ils ont d'autres interrogations et nous on va les accompagner pendant ce voyage-là qui est l'installation dans un nouveau pays. Puis, du coup, tu disais que les personnes reviennent. Ça me pose aussi la question sur vous créez finalement des liens de confiance entre les travailleurs puis les personnes que vous recevez. Comment est-ce que la relation humaine se construit justement entre ces intervenants et les nouveaux arrivants ou les organismes? Mais la force du BIP dans la construction de cette relation humaine avec les intervenants et les personnes qui viennent nous voir, c'est vraiment la proximité linguistique. Donc l'approche du BIP, c'est cette approche multilingue. À Parc Extension, on est le quartier à Montréal où il y a la plus grande part de personnes allophones, donc qui ne parlent ni anglais ni français. Ça pose tout un tas de questions dans l'accès aux services et dans l'accès aux droits. Le BIP, ça vient comme une réponse à cette problématique-là. On a des travailleuses, des conseillères qui parlent une dizaine de langues à L5. Donc, elles sont en mesure de répondre à une multitude de demandes. Une dizaine de langues? Une dizaine de langues, oui. Dont la plupart des langues sud-asiatiques. Et ça nous permet vraiment d'être très flexible, de pouvoir répondre à vraiment un grand volume de demandes, de créer une relation de confiance aussi, parce que les intervenantes du BIP, elles ont elles-mêmes traversé toutes ces étapes de migration. Elles ont dû rencontrer ces difficultés-là. Et ce sont des intermédiaires de confiance pour les personnes. Au niveau du CALDA, on va dire que... moi, je dis souvent que le travail d'intervenant, c'est un travail de première ligne, mais c'est aussi surtout un sacerdoce. Parce que les intervenants encaissent beaucoup, ils entendent beaucoup d'histoires, toutes aussi différentes les unes que les autres, qui, même souvent, peut fragiliser aussi, surtout au niveau de la santé mentale. Nous, on a eu des intervenants qui nous disaient... Moi, le soir, quand je rentre, je ramène les problèmes de tout le monde chez moi. Oui, bien sûr. Parce que les histoires des personnes qui viennent demander l'asile, c'est des histoires qui sont malheureusement pas toujours joyeuses. Ouais. Donc,
Nous, on considère les intervenants comme vraiment des agents de première ligne. Et généralement, les personnes qui viennent demander l'asile vont rencontrer les intervenants en premier. Donc, il y a un lien de confiance naturel qui se crée. Encore une fois, vu que quand ils arrivent, ils ne savent pas forcément toutes les mesures accompagnatrices qui sont mises en place. Lorsqu'ils rencontrent des intervenants et que ces intervenants-là sont capables de leur dire, écoutez, nous, on peut vous aider à trouver un logement, nous, on va vous aider pour le travail, on va vous aider à faire un bon CV, on va vous aider. Donc, en fait, il y a une sorte de confiance naturelle qui se crée avec les intervenants. C'est ce qui permet aux intervenants de pouvoir continuer à travailler avec ces personnes-là. Bien sûr. Veut pas, émotionnellement, on se sent lié à ces personnes, on se sent lié à leurs histoires. Donc, c'est comme ça que le lien humain se crée naturellement entre les intervenants et les personnes qui viennent les consulter. Non, mais moi, ce qui me fascine dans ce que tu nous racontes aussi, c'est à quel point ça doit être difficile dans un contexte où de plus en plus, on met le fardeau de tout ce qui va mal sur les personnes qui arrivent au Québec ou qui demandent l'asile ou qui sont en situation d'immigration. Ça doit être difficile à la fois, bien, évidemment, pour les personnes qui le vivent en ce moment, mais même pour ces intervenants et intervenantes-là qui accueillent toutes ces histoires-là à chaque jour et qui, là, dans la société, il y a comme un discours qui va à l'encontre de l'accueil, justement. Exactement. Puis aujourd'hui, les intervenants font un travail psychologique aussi parce qu'il faut rassurer. Énorme. C'est énorme à quel point les intervenants se sentent submergés, mais qui doivent faire abstraction de leurs sentiments personnels puis de rassurer. Parce que si les premières figures sont elles-mêmes inquiètes, on s'entend que les personnes qui les consultent seront plongés dans une inquiétude constante. Donc, il y a quand même cette obligation-là de rassurer, de leur dire, écoutez, l'histoire de l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. Puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais ça pourrait mieux aller demain. On est sujet à tellement de changements de loi qu'on ne peut pas... Ça ne peut pas être figé dans le béton, cette situation d'aujourd'hui. Ça va évoluer positivement, on l'espère. Puis, on va garder l'espoir. Puis, nous, on va vous aider du mieux qu'on peut. Dans un premier temps, c'est répondre à des besoins élémentaires, malheureusement. Encore aujourd'hui, on est à répondre à des besoins élémentaires. Donc, de s'habiller tout simplement avec l'hiver. Donc, c'est de les orienter vers des friperies communautaires, de manger tout simplement. Donc, ça va être de les orienter vers des banques alimentaires. C'est vraiment des besoins élémentaires, malheureusement, encore une fois. Ce qu'on constate à Parc Extension, c'est que les organismes communautaires sont vraiment une réponse à tout un tas de fardeaux pour les personnes les plus vulnérables, les plus précaires, et que dans le contexte actuel, on parlait du contexte politique, mais c'est un contexte politique qui est difficile. On a parfois l'impression de nager à contre-courant avec peu de moyens, à devoir aider des personnes qui sont dans des situations migratoires très complexes. Les lois qui sont mises en place ne sont pas des lois qui sont facilitantes pour les personnes qui viennent au Québec. Donc, les intervenants doivent, dans ce contexte-là, être vraiment des personnes qui soutiennent, mais avec peu de ressources, peu de moyens. C'est extrêmement complexe. Ça peut aussi avoir des conséquences psychologiques. On sait que les travailleurs et les travailleuses communautaires sont des personnes qui sont souvent eux-mêmes relativement précaires. Donc ça a tout un tas d'implications et ça crée des réseaux de solidarité, mais qui tiennent à pas grand-chose finalement. Ouais. Puis, tu parlais justement des contextes politiques. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de personnes, qui sont accueillies qui n'ont pas le droit de vote, justement. Et comment est-ce que des initiatives comme le BIP, comme le CALDA, est-ce que ça peut contribuer à former une sorte de citoyenneté, d'appartenance? Comment est-ce qu'on peut influencer les politiques publiques sur justement cette question d'accueil, sachant que les personnes, souvent, n'ont pas la possibilité de faire valoir leur vote démocratique? Je vais aller un peu plus loin que le vote. Les personnes qui viennent demander l'asile, par exemple, n'ont pas le droit d'étudier. Donc, alors, avant de comprendre le système politique du Canada, il faudrait qu'ils aient accès à de l'information. Bien sûr. Il faudrait qu'ils puissent avoir accès à des écoles, à des formations universitaires pour leur permettre de comprendre comment ça fonctionne ici. Le système politique ici n'est pas le même qu'en France, c'est pas le même qu'en Côte d'Ivoire. Donc, si ces personnes n'ont même pas le droit d'étudier. Donc, c'est fait de sorte à ce qu'ils se désintéressent de la politique parce qu'ils ne se sentent pas légitimes. Exactement. Ni d'en parler, ni de poser un acte de vote ou un acte citoyen. Parce qu'on est quand même dans une sphère où on leur fait comprendre que vous êtes en demande d'un statut. C'est pour ça qu'au CALDA, on n'utilise pas le terme demandeur d'asile, mais on utilise le terme demandant l'asile. Parce qu'être un demandeur d'asile, c'est un statut. Ouais. Ça essentialise. Sinon ça essentialise, exactement. Alors que demandant l'asile, on met l'accent sur le fait que c'est quelque chose de transitoire. Donc, on va arriver à un statut final. Être demandeur d'asile n'est pas un statut permanent. Donc, tant que
les politiques publiques, les politiques mises en place ne vont pas les aider à s'intégrer correctement, ils ne vont pas s'intéresser à des choses comme la politique, d'autant plus qu'encore une fois, ils ont des besoins élémentaires tels que se nourrir. Beaucoup ne sont même pas au courant des périodes de vote, ils n'en savent strictement rien. Et du côté du BIP ? À Parc Extension, on est dans un contexte effectivement où il y a un très grand volume de personnes dans le quartier qui sont des personnes qui sont résidents non permanents, donc qui n'ont pas le droit de vote. On l'a vu aux dernières élections à Parc Extension et on le voit à chaque élection municipale et à chaque élection dans le quartier. Les taux de participation sont extrêmement faibles et le nombre d'inscrits est également extrêmement faible par rapport au volume de la population. Ça veut dire que les arènes démocratiques telles qu'on les entend habituellement ne sont pas adaptées à la population de Parc Extension pour une raison de statut, de citoyenneté. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place avec la table de quartier de Parc Extension, avec les partenaires du quartier ? On essaie aussi de faire des concertations qui amènent volontairement les personnes les plus marginalisées, les plus éloignées de ces arènes démocratiques-là, vers la participation. Et on essaie de mettre en place des techniques de mobilisation, d'intéresser les personnes pour les faire participer à des assemblées populaires, les faire participer dans la conception de différents projets. Sont ces personnes-là qui ont contribué à la création du BIP, par exemple, qui participent à l'élaboration de plans de quartier, qui participent à l'élaboration de divers projets. Donc l'idée, c'est de créer une participation politique qui est parallèle à celle de la démocratie représentative, parce qu'elle n'est pas suffisante à Parc Extension et qu'elle ne concerne qu'un très petit nombre de personnes. Oui, effectivement. Donc, c'est créer de nouveaux espaces de participation, de démocratie locale. C'est une forme de démocratie aussi, de mettre des gens ensemble qui s'organisent, qui décident ensemble, qui essaient de se donner une vision commune pour leur quartier. Ça fait partie de la démocratie aussi. Mais c'est comme, effectivement, un système qui doit fonctionner de manière parallèle parce que dans le système officiel, on ne leur donne pas la place, finalement. Tout à fait. Puis c'est pas moi qui ai vécu cette anecdote, mais j'ai une collègue qui a assisté à une de vos assemblées générales, d'ailleurs, à Parc Extension. Elle était subjuguée par la quantité de personnes qui étaient présentes à cette assemblée. Il y avait une grande variété aussi de diversité de personnes qui parlaient effectivement un nombre incroyable de langues. Puis c'est d'ailleurs probablement un enjeu aussi pour vous d'organiser vos assemblées générales et de traduire dans différentes langues le contenu de vos... Oui, ça demande une adaptation, ça demande d'avoir vraiment une approche qui est multilingue. À Parc Extension, on ne peut pas éviter cette approche multilingue. On est obligé d'avoir des personnes qui parlent différentes langues et qui vont servir d'interprètes, que ce soit dans des assemblées populaires, des assemblées générales et à différents endroits. Le BIP, c'est vraiment l'incarnation de comment est-ce qu'on vient briser cette barrière de la langue. Et comment est-ce qu'on va faire en sorte que des personnes qui sont en train d'apprendre le français, en train d'apprendre l'anglais pour certains, comment est-ce qu'on va leur permettre de participer, de s'intégrer dans la vie du quartier, puis de participer à la vie de la communauté. Ça me fait vraiment penser que, en vous écoutant, je me dis que c'est vraiment des transformations de milieux existants, finalement, qui doivent se mettre en marche. Comment est-ce que vos approches, que ce soit au sein du CALDA ou au sein du BIP, elles vont venir dire que, au-delà de rendre un quartier accueillant, il y a des transformations à faire sur le terrain? Comment est-ce que ça vient aider tout ça? Au niveau du CALDA, les transformations qu'on essaie de mettre en place sont essentiellement pour permettre aux personnes qui viennent d'arriver de s'adapter. D'accord. C'est le plus grand enjeu au-delà de la politique, etc. C'est vraiment l'adaptation, la capacité d'adaptation des personnes qui viennent d'arriver. Cette capacité d'adaptation va passer par la connaissance des services publics. Ça va passer par de la recherche d'informations. Ça va passer par la maîtrise des outils informatiques. On banalise souvent le fait que des personnes qui viennent d'ailleurs ne soient pas informées ou ne soient pas outillées pour des choses qui nous semblent élémentaires. Je vais prendre un exemple. J'en parle souvent. C'est très triste, mais quand on a commencé au niveau du CALDA, par exemple, à donner des formations au PRAIDA, il y a quelqu'un qui nous a demandé comment on utilise une carte de crédit. Oui, bien sûr. On ne se rend pas compte à quel point il y a tout un monde, la vie qu'ils ont connue avant d'arriver ici et celle qu'ils vont être obligés de vivre ici en s'adaptant, en étant informés de la bonne manière et en étant formés aussi de la bonne manière. Il y a plein de fractures. Il y a une grosse fracture justement entre les deux mondes. Majoritairement, c'est des gens qui vont venir du Moyen-Orient, de l'Afrique, etc. Je vous dis, même moi, en tant que migrante, quand je suis arrivée, il y a un ami qui m'a dit il faut 5 ans minimum pour s'adapter. Ici, il avait totalement raison. Oui, bien sûr. Donc, et encore une fois, moi, je suis arrivée en ayant droit d'aller à l'école, en ayant certaines facilités. Et combien de fois, eux, qui n'ont pas accès à tout ça,
comment on les aide finalement à comprendre la société québécoise. Surtout que pour les personnes qui demandent l'asile, la capacité de s'adapter à la société québécoise est prise en compte par les juges Bien sûr. dans la réflexion sur leur demande d'asile. Le mieux qu'on puisse faire, c'est des cours de francisation. On met beaucoup l'accent sur la francisation, l'alphabétisation, mais ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'outils dont ils ont besoin pour s'adapter. Et donc, transformer nos quartiers, c'est vraiment les adapter aussi à la réalité des personnes qui viennent d'arriver. Mais ça fait vraiment écho avec ce qu'on rencontre au BIP, où en fait, on va avoir une très grande variété de questions qui vont concerner des sujets extrêmement divers. On va avoir des situations où parfois les personnes vont venir nous voir pour des choses qui peuvent être toutes simples. Ils ont reçu un courrier de l'école, le courrier en français, ils viennent nous voir en nous demandant qu'est-ce que ça veut dire. Mais on va aussi avoir des situations qui sont beaucoup plus complexes, qui vont dans certains cas être des situations d'urgence sociale, des personnes qui se sentent suffisamment en confiance pour nous parler du fait qu'ils n'ont pas assez de revenus, d'argent pour remplir le frigo, des personnes qui vont être victimes de violences domestiques, personnes qui sont à risque d'itinérance, de dormir dans la rue. Donc on va vraiment rencontrer tout un tas d'obstacles différents. La force du BIP, c'est qu'on est capable de référer, d'avoir les contacts, d'avoir les partenariats avec les bons organismes qui vont être ensuite en mesure de venir en aide aux personnes en fonction de leurs besoins. Donc c'est vraiment une approche qui est basée sur l'écoute active des problématiques, des obstacles que les personnes peuvent rencontrer. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait en sorte de trouver la bonne personne, le bon interlocuteur qui va pouvoir aider dans telle ou telle situation. Puis j'ai envie de vous poser une dernière question, justement, sur ce sujet. Si vous deviez imaginer le quartier le plus accueillant possible, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait changer actuellement à Montréal pour se rapprocher de quartiers accueillants ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Mais moi, je pense que le modèle du BIP, tel qu'on l'a développé à Parc Extension, c'est un modèle qui peut être vraiment utile dans beaucoup de quartiers. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très efficace. Ce sont des personnes à qui on va parler, avec qui on va nouer une relation de confiance, qui vont être en mesure de nous expliquer quelle porte ouvrir à quel moment. Ça demande certes de la formation, ça demande du temps, ça demande d'avoir des personnes qui sont formées, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement simple à mettre en place. Dans beaucoup de quartiers multiculturels à Montréal, à Côte-des-Neiges, à Montréal-Nord, à Annecy, quartier-ville, ce sont des solutions qui pourraient être vraiment adaptées pour simplement casser et briser la barrière linguistique, la barrière d'information pour beaucoup de nouveaux arrivants. Et ça fait une grande différence. Au niveau du Canada, je dirais que l'image idéale qu'on aurait d'un quartier accueillant, c'est un quartier où toutes les instances dirigeantes collaboreraient véritablement avec les organismes communautaires, avec les bailleurs de fonds. On est malheureusement dans un système où en ce moment, il y a beaucoup de coupures budgétaires. Il y a plein de projets qui sont mis à l'arrêt, malheureusement. Le CRECA, par exemple, a un projet qui est génial, qui est l'aide aux devoirs qu'il faisait. C'était en ligne, ils donnaient du travail à des personnes et ils aidaient les familles justement à comprendre les systèmes, les outils de communication des écoles, à comprendre comment faire les devoirs. Ça réunissait souvent des familles entières. Ça veut dire, dans une même maison, on avait 2-3 enfants qui faisaient l'aide aux devoirs en ligne. Ça, par exemple, c'est un projet qui est mis en suspens par manque de financement. Alors pour moi, véritablement, un quartier accueillant, ce serait un quartier où il y aurait une véritable collaboration, où les bailleurs de fonds, la mairie, etc., comprendraient véritablement les enjeux des organismes communautaires, puis tous iraient dans une vision d'accueillir, mais de recevoir dans les meilleures conditions. C'est ce qui va conclure notre entrevue. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pour notre place publique cette semaine, on donne la parole à un membre de notre comité contenu, Maxime Barrette, que vous avez entendu lors de notre premier épisode. Il travaille à la CDC de la Pointe. Le sujet d'aujourd'hui l'a particulièrement interpellé. Il nous a envoyé un texte qui, je dirais, frappe dans le mille. Vraiment. Et on avait vraiment envie de vous le partager. Cependant, Maxime ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc ce sera Alexandra de sa jolie voix qui va nous lire ce texte. Au cours des dernières semaines, la liberté d'expression a été l'objet de nombreuses discussions, et ce à juste titre. De l'assassinat d'un autre tweet, de l'annulation du show de Kimmel, du bruit, du scandale, du spectacle médiatique, tous indignés. Mais dans cette agitation, on oublie un principe fondamental.
la liberté d'expression ne signifie pas le droit de dire n'importe quoi, la première bêtise qui nous passe par la tête. Elle représente la responsabilité de peser nos paroles. C'est un devoir que nous avons tous la responsabilité d'honorer. Alors on se scandalise, on se drape dans la vertu de l'ouverture québécoise, mais quand une femme issue de l'immigration, qui a tant donné à notre culture, à notre langue, à notre imaginaire collectif, ose partager son malaise face à un discours nauséabond sur l'immigration, elle devient soudain une cible, une paria. Une citoyenne de deuxième rang, comme l'a si bien nommé Jean-Sébastien Girard, à Tout le monde en parle. Le message est clair, sois belle, reconnaissante et tais-toi. Nous t'avons tant donné, ingrate. On caricature grossièrement les positions humanistes, alors que là où certains voient des ponts à construire, d'autres ont une inclinaison à construire des barrières et des fossés. Ces derniers agitent leurs index en direction des nouveaux arrivants, en s'armant de mots belliqueux pour justifier tous nos maux. La crise du logement, la menace culturelle, l'opération d'entrisme religieux, etc. Ils ne font qu'introduire la violence dans le corps politique et nos infrastructures civiques, ne remettant jamais en question le modèle socio-économique capitaliste et viriliste. Ils cultivent la peur et l'ignorance. Et cela ne sert qu'à un agenda politique, diviser pour mieux régner. Créer des camps, dresser les bons Québécois contre les autres. Prenez garde, à Montréal, il y a les cônes oranges et les prières dans les rues. Et quand la peur domine, la raison disparaît, entraînant l'effilochement du tissu social. On tend à oublier que ce débat ne porte pas seulement sur des chiffres, des quotas, des politiques migratoires ou une nébuleuse capacité d'accueil. Il porte sur des êtres humains, des visages, des histoires, des parcours. Ce sont des personnes qui, majoritairement, ont un attachement profond et authentique pour la belle province. Elles se sentent en sécurité chez elles. Les mots ne sont jamais neutres. Ils font corps, ils tracent des frontières invisibles entre nous. Ils érigent des classifications, des identités et donc des réalités sociales. Ils blessent, mais ils peuvent aussi guérir. Alors, aujourd'hui, bravo à Kim Thuy, bravo à celles et ceux qui osent prendre la parole, et même quand la meute du Journal de Montréal et certains politiciens populistes se concentrent sur la forme et éclipsent le fond. Car engager un dialogue empreint d'humanité ne signifie pas s'opposer au Québec, bien au contraire. C'est honorer sa plus belle promesse. Merci Maxime. Merci, Maxime. Où que tu sois, tu es applaudi. Vraiment. C'est ce qui conclut notre émission pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à nos invités. Merci à Tiffaine Roustan à la caméra. Merci à Frédéric Dufresne pour la musique. Merci à CIBL. On se retrouve dans 2 semaines, donc, avec une émission sur le thème de la solidarité. Alors d'ici là, parlez de notre émission à vos voisins et vos voisines, n'est-ce pas? Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, gardez l'oreille ouverte car les solutions, elles viennent du terrain. À très vite. À bientôt.